va nous demander de reconnaître Ketchup, se moqua-t-il dès que le chef eut le dos tourné. Monsieur, vous n'avez pas vu Chef Pistolet, par hasard? Il va m'entendre. Celui-là. Le service de l'hygiène. Attendant cette cuisine. Je crains le pire, mes enfants, annonça un inspecteur sanitaire, surgissant de nulle part. Le chef Pistolet allait passer un mauvais quart d'heure. Et Jean-Claude, satisfait d'avoir évité l'intoxication, ou pas, retourna à ses dossiers. Chapitre 18. L'avenir est dans la poubelle. L'ambition paternelle est un poison lent. Jean-Claude, inquiet pour l'avenir de son fils Jason, s'en ouvrit à Hervé. Hier soir, je rentre à la maison. Hervé, pragmatique, haussa les épaules. Si c'est ce qu'il aime. Pour Jean-Claude, c'était un drame. Il avait d'autres rêves pour sa progéniture. Oui, mais moi, tu vois, je le voyais plutôt chercheur. Chercheur, mais, pour être chercheur, faux. C'est comme sa femme. Tu vois, je le voyais avec une belle blonde, un peu comme sa maman, quoi. La réalité était cruelle. Jason préférait les camions poubelles aux éprouvettes. Hervé, piqué au vif par le dédain de Jean-Claude pour les métiers manuels, révéla sa propre vocation contrariée. À 4 ans, tu avais décidé d'être comptable, toi. Ah ouais? Pourquoi? Demanda Jean-Claude, incrédule. Hervé se lança alors dans une tirade passionnée et absurde sur la noblesse de la comptabilité, un héritage familial lourd à porter. Mon arrière-grand-père était comptable. Mon grand-père était un des comptables les plus renommés. Et mon père, qui était comptable aussi, il est mort pour sa passion, déclara Hervé avec solennité. Jean-Claude, fasciné par le morbide, voulut savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé sa calculette? Non. Il a été fauché par un camion. Il adorait la comptabilisation sur la nationale. Et puis un jour, il était très, très méticuleux. Il n'avait pas bien vu si la voiture était blanche ou jaune, raconta Hervé, les yeux humides. Jean-Claude resta sans voix. Mourir en comptant des voitures sur une nationale. C'était beau comme du Proust, mais avec plus de monoxyde de carbone. J'en ai pas dormi de la nuit. Ah mais, c'est à propos de son père, la voiture pour laquelle il est mort. On a su si elle a été blanche ou jaune, demanda Jean-Claude le lendemain, hanté par ce détail insignifiant. Chapitre 19. Romance dans le marais poitevin. L'amour, toujours l'amour. Jean-Claude, se sentant une âme de Don Juan des photocopieurs, jeta son dévolu sur une intérimaire de passage. Elle était jeune, elle était libre, elle était terrifiée. Dans 2 minutes, je ne serai plus là. Je serai de nouveau libre. Plein de travailler en intérim, dit-elle, préparant ses cartons. Et le terme mission pour qualifier mon job, ça m'emballe. Ça fait aventure, ajouta-t-elle naïvement. Jean-Claude vit là une ouverture. Il s'approcha, baissant la voix pour prendre son ton de séducteur, celui qui ressemblait à un moteur diesel au ralenti. Écoutez, mademoiselle, je vais être très franc avec vous. Vous me plaisez beaucoup. J'aimerais m'attacher vos services. Je vous propose de devenir ma maîtresse. La jeune femme le regarda comme s'il venait de lui proposer de manger des graviers. C'est un petit peu marié, quand même, balbutia-t-elle. Marié, j'aime. Je me fous de cette tôle, s'emporta Jean-Claude, emporté par sa propre rhétorique. Il lui dévoila alors son grand projet romantique, une épopée digne des plus grands films, ou pas. Où est votre prochaine mission? À Poitiers. Je vous construirai une cabane dans le marais. Le marais poitevin. On mangera les anguilles que je pêcherai. L'image de Jean-Claude, en bottes de caoutchouc, pêchant l'anguille dans la vase pour nourrir sa maîtresse clandestine à Poitiers, était le summum de l'érotisme convenant. Elle est, on va repartir de zéro, on s'en va à nouveau hormis au Juliengo. Je suis un homme d'exception, vous savez. Nous allons bourrer, tous les deux, insista-t-il, mélangeant promesses d'amour et allusions sexuelles lourdes. Il faut me laisser tranquille, je vais y aller, je vais en supprimer. Paniqua l'intérimaire, fuyant ce psychopathe sentimental. Chapitre 20. Le syndrome de Pinocchio. Le mensonge est un art, mais parfois, le corps trahit l'esprit. Jean-Claude, grand architecte de la fable,
se retrouva confronté à un phénomène physique étrange. « Qu'est-ce qu'il va pas ? Raconte. »« Tu me croiras jamais, dit-il à Hervé, se cachant le visage. Fred, qui passait par là, remarqua immédiatement l'anomalie. « Hé, t'as pas l'air con quand tu t'en aperçois pas, hein ? Toi, c'est ça que j'aime bien. T'as un loup de nez, un truc énorme. » Jean-Claude tenta de minimiser. « C'est une piqûre d'insecte ? Non, c'était psychosomatique. » Plus il mentait, plus son nez semblait enfler, ou du moins, attirer l'attention. « C'est un truc que j'ai lu, en fait. Plus le nez est volumineux, plus le sexe de l'homme est en conséquence, tenta-t-il pour retourner la situation à son avantage. Fred éclata de rire. « Comment tu le trouves, le nez d'Hervé ? Ben, il est très mignon, le nez d'Hervé. T'as un petit nez. Ok, mais il est adorable. Toi, t'as un gros nez. » Hervé sourit, flatté, ignorant que dans la logique tordue de Jean-Claude, cela signifiait qu'il était anatomiquement moins gâté. Le nez de Jean-Claude devint le baromètre de la sincérité du service. Et ce jour-là, la pression était haute. Chapitre 21. Qui est le boss ? La journée s'achevait dans la confusion la plus totale. Sylvain, le comptable aux nerfs fragiles, cherchait désespérément à savoir si le patron serait là à 17 heures. Il croisa Claire, la standardiste, dans le couloir. « Dites-moi, mon grand, vous savez s'il bossait là à 5 heures ? » demanda-t-il. « Non. »« Ah, il est pas là ? J'en sais rien. » Le dialogue de sourds commença. « Écoutez, soyez clair, vous venez de me dire qu'il était pas là. »« Non, je viens de vous répondre que je savais pas s'il était là. » Sylvain, au bord des larmes, alla chercher du renfort auprès d'André. « Hey, André, j'ai croisé Claire. Elle m'a dit que tu ne comprends rien à ce que tu racontes. Il y a Claire tout à l'heure qui me demande pourquoi je ne sais pas si monsieur le boss sera là à 5 heures ou pas. Et je l'ignore. » Claire revint à la charge, tentant une approche psychologique. « Alors, je vais vous poser ma question sous un angle différent. Qu'est-ce que vous faites à 5 heures ? » « Ah, mais ce que vous voulez ? » « Ah non, non, je veux pas du tout être avec vous à 5 heures. Qu'est-ce que vous allez vous imaginer là ? » Paniqua Sylvain, croyant à une avance sexuelle. « Écoutez, je suis désolé, excusez-moi Claire. Alors quand vous serez décidé à me demander les choses simplement, revenez me voir. Et puis cette fois, soyez clair. »« Je suis clair !»« Je le crois pas !» hurla la jeune femme. Sylvain repartit dans son bureau, persuadé d'avoir échappé à un harcèlement, alors qu'il avait juste échoué à répondre à une question binaire. Dans l'ascenseur qui le ramenait vers le rez-de-chaussée, il croisa Jean-Claude, son nez toujours aussi rouge, et Hervé, comptant ses pièces de monnaie. « Tu crois qu'on est heureux, nous ?» demanda Sylvain. 70% des Français pensent qu'ils n'ont jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, cita Hervé, lisant son journal. C'était en 87. En 87, il y a eu chômage, non ? Plus de 3 millions. Ils disent qu'en 2001, on est aussi heureux qu'en 87. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jean-Claude regarda le vide. Demanda Jean-Claude, absurde jusqu'au bout. Je sais pas. C'est toi qui me poses la question. Tu m'emmerdes aussi avec tes conneries. L'ascenseur arriva en bas. Les portes s'ouvrirent sur la nuit. Demain, il reviendrait. Pour le quota, pour la cantine, pour les souris, pour rien. Fin de la partie 3. Machine à broyer. Partie 4. Chapitre 22. Le soleil levant et l'estomac descendant. La victoire a une odeur. À la Jeugène Électrostime, elle sentait habituellement le tabac froid et le déodorant bon marché. Mais ce matin-là, elle avait un parfum exotique, un mélange d'alcool de riz et de triomphe mal placé. Jean-Claude Convenant exultait. Il venait de réaliser l'impossible. Ouais, avec Jean-Claude, là, on a signé le contrat avec les Japonais, annonça Hervé, s'appropriant la moitié du mérite alors qu'il n'avait probablement fait que tenir la porte. La négociation avait été âpre, non pas sur les prix, mais sur la capacité d'absorption éthylique. On s'est fini au sac. Au saké, on les a battus sur leur terre, se vanta Hervé, les yeux encore brillants d'une ivresse mal dissipée. Jean-Claude, le teint cireux, acquiesça péniblement. La veille,
un certain Toshio avait sorti l'artillerie lourde. Il y a Toshio,